Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. C'est la Moi aussi. Merci beaucoup, je vous présente après. Et c'est la 82e session de discussion libre à l'association culturelle Omid. L'association Omid, c'est une association sans but lucratif. On essaye d'organiser les événements iraniens. On a cours de français, on a discussion libre, on a parfois projection de films. On choisit parfois un sujet, parfois en persan, parfois en français. Et voilà, ce soir, je suis très heureux de vous accueillir, Madame Kasmaï. Alors, j'ai écrit quelque chose pour présenter. Elle est romancière, traductrice et éditrice. Madame Kasmaï, comment vous vous présentez? Plutôt un romancière, une traductrice ou éditrice? Je suis romancière, mais traductrice et éditrice par défaut, par obligation, parce qu'il n'y avait pas assez de traduction et il n'y avait pas beaucoup de livres iraniens traduits et publiés en français, donc je suis devenue éditrice. D'accord. Et donc je cherchais des traducteurs, comme il n'y en avait pas beaucoup, j'ai commencé à traduire moi-même. Voilà, mais ma vocation, si vous voulez, c'est d'être romancière. D'accord. Vous êtes né à Téhéran et vous êtes parti Iran en 1983, je crois, oui, c'est ça? 1900. C'est l'année que je suis né. Ah oui. Oui. Ah, bon, Quand voilà. vous partez Iran, je suis né à Donc Téhéran. vous avez 36 ans. Tout à fait. Voilà. Mais j'ai 18 ans. Et quelques heures. 36 et quelques heures. Mais au fait, je suis partie, c'est un gentil mot partir. Oui. J'ai fui. J'ai pris la fuite à travers les montagnes, à cheval, Oui, vous êtes à obligé. dos d'âne, parfois à quatre pattes, comme peut-être pas mal de gens ici. Mais c'était pas partir à bord d'un avion Iran Air ou même Air France. Oui, oui, j'imagine. D'ailleurs, il y a un livre là-dessus où je raconte plus ou moins, enfin la première partie, c'est l'histoire de ma fuite. Ok. Bon, on va commencer par un petit film, c'est juste 1 minute en persan. Après, Madame Kasmaï va traduire. Et après, je vous laisse le parler. Ok. اساسا من فکر میکنم که کار نوشتن رفتن در تاریخیه کشف ندانسته هاست نه به معنی دانستن یعنی آگاه شدن به ندانستن ها من از خودم صحبت میکنم شما هیچ نویسنده بزرگی رو پیدا نمیکنید که بیاد به شما بگه که من این رو کشف کردم دانستم و این حقیقته به محض اینکه گفت حقیقته اون حقیقت بدل به ایدئولوژی میشه و به مفت نمیاد راندن در شب تاریک چیز نوشتن شما همش در ابهام را میرید مثل کار کریستوف کلمبه میره برای اینکه شرق سر در بیاره شرق رو بشناسه یه جای دیگر پیدا میکنه و من شخصا هر چیزی که نوشتم از یه جایی شروع کردم از یه جای دیگه سر در بردم. Bon, Écrire, c'est avancer dans le noir, découvrir les non-sus, pas au sens de savoir académique, mais au sens de prendre conscience de ce qu'on ignore. Vous ne rencontrez aucun grand écrivain vous dire « j'ai découvert telle chose et cette chose est la vérité ». Car dès qu'il prononcera cette phrase, cette vérité se transformera en idéologie et ne vaudra que dalle. Écrire, c'est rouler dans la nuit noire, avancer dans l'obscurité, marcher dans le flou, palper l'inconnu. Comme l'action de Christophe Colomb qui part à la conquête de l'Est et découvre une contrée inconnue à l'Ouest. Et moi, personnellement, à chaque fois que j'écris, je pars d'un point et j'arrive à un autre, à des années de lumière du premier. Ces paroles que je fais miennes appartiennent à Shahrukh Mesrour, grand écrivain exilé iranien, décédé à Paris en 2005. Avec cette description de l'écriture, il devient évident que parler de son travail est un exercice difficile pour un romancier.
vouloir tirer au clair le processus qui donne naissance à un roman, c'est percer dans le noir, comme dit Charles Ormez. Ça ne peut être qu'une tentative de l'auteur lui-même pour mieux comprendre ce qui lui arrive lors de l'écriture et de quelle manière certains événements de sa vie se trouvent parfois transposés dans son travail. De ce fait, ce soir, je ne vais pas faire ma propre critique littéraire, ni vous résumer l'histoire de mes romans. Mais tout juste essayer d'éclaircir certains éléments de cet inconscient dont j'ai pris conscience après avoir écrit chacun des romans. Apporter aussi quelques éléments autobiographiques qui me permettent de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles l'écriture de tel ou tel roman a pu avoir lieu. Il y a donc deux catégories d'écrivains. Ceux qui ont un plan préétabli, une parfaite connaissance de leur sujet, de leur personnage, même de la structure. Et puis il y a une autre catégorie. Ceux qui ne savent presque rien avant de commencer. Ils ne savent pas où ils vont et par quelle voie ils y vont. Ils savent juste qu'il faut y aller, qu'il faut lever l'ancre et prendre le large, comme Christophe Colomb. Et même s'ils ont une destination prédéterminée, un but préalable, l'écriture les amène souvent, comme une mer houleuse et mouvementée, vers d'autres cieux, d'autres terres. Le processus de la création est cette mer houleuse, dont la traversée est périlleuse et des fois on ne s'en sort pas. Souvent, quand je commence à écrire un roman, au départ, il n'y a qu'une phrase, une image ou une voix, une idée floue qui rôde dans ma tête depuis parfois très longtemps et pour laquelle il faut un déclic, quelque chose qui déclenche le processus de la transposition. L'essentiel prend toujours forme en écrivant. Je vais donner ce soir quelques exemples concrets. Mon premier roman, Le cimetière de Vers, publié en 2002 chez Actes Sud, mais dont l'écriture a duré 13 ans. Et il a eu 14 versions différentes. Pour l'écrire, il a fallu que plusieurs conditions se réunissent. Au commencement, il y avait une voix qui me parvenait du fond de la nuit. J'avais un cri, une phrase, une voix en moi. Ce soir, 9h, sur le toit. Cette phrase, je l'entendais prononcer à toutes les sauces, par des voix diverses. Graves ou aiguës, féminines ou masculines, j'avais ça dans l'oreille. Un cri dans la nuit sous le ciel étoilé de Téhéran. Mais impossible d'écrire aucun roman en perspective. Le déclic qui a rendu le roman possible m'est venu en 1987 à Moscou. Parce que ce que Saïd n'a pas dit, c'est que j'ai vécu aussi, pour continuer mes études, j'ai été aussi à Moscou. J'étais alors étudiante de russe à Paris, en 87, et je venais de décrocher une bourse d'études pour l'université de Moscou. En 87, à Moscou, nous sommes en pleine perestroïka de Gorbatchev, le printemps de liberté russe. Moscou, cette année-là, était en pleine effervescence. Une quasi-révolution après 70 ans de régime soviétique. Soudain, les langues se déliaient, les archives s'ouvraient, les journaux révélaient des faits, rétablissaient des vérités interdites jusque-là. Poètes et écrivains interdits de plume s'exprimaient sur la place publique, carrément dans la rue.
Et cette atmosphère d'ouverture, de liberté, cette diversité de voix qui résonnait dans les réunions, dans les meetings, ravivait des souvenirs en moi. Des voix russes réveillaient d'autres voix en moi, celle-là iranienne. C'est assez paradoxal parce que j'étais partie en Russie pour oublier la révolution iranienne, pour fuir mon exil en France, mettre plus d'espace entre moi et ma vie d'exilé en France. Et justement, c'est à Moscou, en Russie, que je me suis plongée de plus belle dans la révolution iranienne grâce au printemps de liberté russe. En 87, nous sommes 8 ans après la révolution iranienne et 70 ans après la révolution d'octobre. Les deux révolutions les plus importantes du XXe siècle, toutes les deux aux conséquences néfastes. Donc moi, à Moscou, étudiante, j'étais à la croisée de ces deux histoires et presque de ces deux post-histoires. Parce qu'à Moscou aussi, on revenait sur l'expérience de la révolution russe. Et donc un soir, en rentrant au foyer universitaire, d'une réunion littéraire, ou comme ce soir, on était réunis pour parler des romans russes, la police a arrêté les intervenants et dispersé les participants. Et donc j'arrive au foyer universitaire et cette phrase que j'avais en moi, ce soir 9h sur le toit, est venue sur le papier. J'ai commencé à l'écrire et à travers elle, reconstituer l'ambiance d'une nuit emblématique de la révolution de 1979. La nuit, je dirais, la plus romanesque de la révolution iranienne. Un tournant, une sorte de moment clé. Le commandement militaire de Téhéran, ce jour-là, le commandement militaire avait depuis un certain temps, plusieurs mois, instauré le couvre-feu à Téhéran. Pour ceux qui ont l'âge de la Révolution s'en souviennent, l'horaire du couvre-feu fluctuait selon les événements du jour. Fixé au début à minuit, il avait été baissé ensuite à 23h, puis à 21h. Pendant des mois, on avait le couvre-feu à 21h. Cela voulait dire que les gens investissaient la rue dans la journée, et essentiellement les deux grands axes nord-sud et est-ouest, manifs, échauffourées, barricades, et le soir épuisés, rentraient chez eux pour reprendre des forces et s'organiser pour une nouvelle journée d'affrontement. Mais un matin, la radio a annoncé l'heure du couvre-feu à 15h. En faisant cela, la rue devenait interdite aux habitants. Que fait un citoyen révolté s'il ne peut pas descendre dans la rue? Comment rester cloîtré chez lui à se morfondre? Eh bien, il se met à chercher une issue, imaginer un moyen de s'exprimer. Comment faire sortir ce cri qu'il a en lui? S'il ne peut pas descendre dans la rue, il ne reste qu'à monter sur le toit. En baissant l'heure du couvre-feu, le commandant militaire fait monter d'un cran l'effervescence des esprits. Il incite un déplacement dans l'espace, du niveau de la rue à quelques étages plus haut. C'est là le tournant, d'après moi, un de ces moments poétiques qui restent à jamais gravés dans la mémoire collective des habitants d'une ville. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais rapidement, un mot d'ordre se met à circuler, ce soir, 9h, sur le toit. D'où venait-il qu'il avait lancé? C'était probablement une décision spontanée qui émanait
des profondeurs de l'inconscient collectif du citoyen rêveur. Le toit est un espace propice au rêve. En lui interdisant le pavé des rues, le commandant militaire l'a poussé à se détacher de la terre, à s'affranchir du champ de gravité, à se libérer des contraintes de la réalité, à s'élancer vers le ciel. Or, le ciel iranien est chargé de métaphores poétiques. Lorsque le mot d'ordre se répand en ville, personne ne sait ce qui va se passer à 9h du soir sur les toits. Une seule chose est sûre, la révolution a changé d'étage. Le rendez-vous est pris, toute la population est montée sur les toits en terrasse. Les amis français savent qu'en Iran, nous n'avons pas des toits en comble, on a des toits en terrasse. Toute la population monte sur les toits en terrasse pour manifester contre le Shah. Une sorte de manifestation aérienne, détachée de la surface de la terre, plus proche du ciel que de la réalité terrestre, où l'imaginaire a son rôle à jouer. Mais quel était le slogan de ce rendez-vous? En bas dans la rue, le citoyen révolté scandait des slogans politiques, les mêmes depuis le début de la Révolution, selon ses aspirations démocratiques. Liberté, indépendance, égalité, justice. Autant de messages adressés au pouvoir politique en place, à l'armée, au gouvernement, au Shah lui-même. Mais en haut, face au ciel, qui est l'interlocuteur du citoyen? Un seul slogan était autorisé ce soir-là, pour soi-disant ne pas diviser les rangs de la Révolution. Un coup monté, on l'a su après, un coup monté des ayatollahs, qui dans le clair-obscur de cette nuit étoilée, joue un tour de passe-passe à la population. Par ce seul slogan, ils ont déplacé le débat de la sphère politique vers la sphère métaphysique. Un slogan à première vue anodin, mais qui condense en lui un autre rapport à l'être, au destin. Ce slogan était Allah Akbar, littéralement Dieu est le plus grand. Avec Allah Akbar, les ayatollahs ont confisqué le cri de liberté de l'habitant révolté de Téhéran. Du statut de citoyen aux aspirations démocratiques, il est réduit à celui de croyant ayant pour seul interlocuteur Dieu Tout-Puissant. Ils opèrent même sournoisement un changement sémantique, un basculement linguistique, en passant du persan à l'arabe, langue sacrée du Coran dans laquelle l'Iranien peut prier, mais pas s'exprimer. Un peu comme le latin pour le français. L'élan de modernité devient une prière collective. La révolte, une soumission à la volonté divine. Mais pour opérer avec encore plus d'efficacité, ce seul slogan n'était sûrement pas suffisant. Si Dieu est vraiment le plus grand, Allah Akbar, il enverrait un signe. Or ce signe, selon l'exigence de l'époque, ne pouvait être qu'une image. Les ayatollahs ont trouvé dans le ciel étoilé de Téhéran un acteur essentiel à leur opération de mainmise sur la révolution. Un acteur qui, grâce à 1000 ans de fiction poétique, n'a eu aucun mal à s'imposer. La présence de la lune ce soir-là, sur la scène des événements, a libéré tout le fantasme. En l'absence de médias libres, la pleine lune, telle une antenne parabolique géante, s'est mise au service des ayatollahs. Retentissant de toutes parts, les cris d'Allah Akbar ont peu à peu esquissé une image qui sortait des trous noirs de la lune. Une image que tous les citoyens de cet espace onirique, suspendu entre le ciel et la terre, ont cru voir en temps réel. Le portrait de l'ayatollah Khomeini sur la lune. Nous l'avons vu, ensemble. Une sorte d'épiphanie, un roi mage, ressuscité de fin fond des siècles.
Une technologie poétique reliant l'imaginaire collectif à son écran géant. Un nouveau procédé virtuel au service d'une image archaïque. En relayant le portrait de l'Ayatollah Khomeini, quelques mois avant qu'il quitte son exil français de Neauphle-le-Château, et en le faisant atterrir de plein pied à Téhéran via les toits, la lune servit ce soir-là de prolongement onirique à la Révolution. Cette nuit-là a donné le premier chapitre de mon roman. Je vais vous lire juste quelques lignes. Panne d'électricité. La ville s'engouffrait dans le noir. Le va-et-vient des voitures avait cessé. Ce soir, 9 heures dans tous les quartiers. Les rumeurs avaient fait fuir les chiens du coin vers les ruines du sud de la ville. 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, c'est une technique de tricot. La narratrice, elle est là, donc il y a l'écrit, c'est la nuit de la Révolution, et elle, pour oublier, parce qu'elle a peur aussi, elle est seule, elle a ses aiguilles et elle tricote. 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Un désordre étrange régnait dans l'appartement, comme si un événement extraordinaire avait tout mis sens dessus-dessous. 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Un léger courant d'air traversait la flamme de la bougie sur la table. Le crépitement de la mèche oxydée restait le seul bruit à perturber le silence de la nuit. 2 mailles à l'envers, Mitra tâchait de garder le compte de ses mailles. Ce soir à 9 heures sur les toits. Elle défit la dernière maille. Il fallait à tout prix qu'elle se trouve un travail. Depuis que les fouilles archéologiques s'étaient arrêtées au sud de la ville et que les Français étaient repartis, elle passait ses longues journées solitaires à rassembler des morceaux de stèles qu'elle avait déterrés dans les ruines de Reil, des fragments de vieilles inscriptions qui ne collaient pas toujours entre eux. Mitra grattait au couteau la terre desséchée, l'essuyait au pinceau et faisait apparaître des lignes qu'elle juxtaposait ensuite. Mais des failles profondes les séparaient les unes des autres. Des failles qui, à la lueur de la bougie, formaient des sillons noirs et creux, rendant le tout incompréhensible. Alors, dégoûtée par ce travail ingrat, elle repoussait couteau et pinceau, prenait ses aiguilles et, à la lueur de la petite bougie, se mettait à tricoter. 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. La seule technique qu'elle maîtrisa, comme de gratter méticuleusement la poussière entre les inscriptions. 2 mailles à l'envers, elle regarda le cadran de l'horloge. 9 heures moins 20. 2 mailles à l'endroit. D'ici à 9 heures, Docteur devait rentrer. Docteur, c'est son mari. Depuis 4 mois, la ville était en état de siège. 1 maille à l'endroit. Le couvre-feu et les coupures d'électricité. Ah, quelle vie! Elle défit la dernière maille, enroula le fil autour de son index, fit passer le bout de l'aiguille dans le trou, accrocha le fil, 1 maille à l'endroit. Elle lance un coup d'œil dans la rue. Les fenêtres de l'immeuble d'en face étaient toutes noires. Depuis de nombreux mois, plus personne n'y habitait. À 9 heures, tous les quartiers, Allah Akbar. Là-bas, dans la fosse lointaine, la ville s'engouffrait dans le noir. Ce soir, 9 heures, tous les quartiers, Allah Akbar. Les aiguilles de l'horloge glissaient discrètement vers 9 heures. Tout le monde devait monter sur le toit pour crier Allah Akbar. Donc, je ne vais pas, comme je l'ai dit, vous raconter l'histoire du roman, parce que je considère que chaque roman est en partie l'œuvre de son lecteur aussi. Chacun le lit à sa manière. Donc, juste vous dire un mot sur la structure. Cette histoire dont j'ai parlé, la rue, les toits et le sous-sol, ça a créé aussi la structure du roman. C'est-à-dire, de manière inconsciente, cet espace tripartite s'est mis en place dans le roman. La rue, les toits et le sous-sol, le sous-sol étant le reflet des trous noirs de la lune projetée sur la Terre. Je ne vais pas en dire plus, espérant que peut-être ceux qui n'ont pas lu le liront. Ensuite, donc là, c'était la Révolution. Le deuxième livre est venu, La vallée des aigles. C'est l'histoire de ma fuite d'Iran
4 ans après cette nuit romanesque. 4 ans après, j'ai dû partir clandestinement à travers les montagnes du Kurdistan suite à une arrestation. Donc à l'époque, mon compagnon se fait arrêter, puis ils viennent me chercher, et puis moi on me ramène à la maison, mais lui reste en prison. Et donc j'ai dû fuir, en partie pour le préserver et aussi pour me préserver. L'histoire de ma fuite, c'est la plus grande histoire de ma vie. Une fuite rocambolesque à travers les montagnes, digne d'un film d'aventure, avec des périodes de clandestinité, de chevauchée, d'escalade de la montagne, de vie au village déguisé en paysanne kurde pendant plusieurs semaines. Donc, j'ai pu l'écrire, je l'explique dans la préface, je vais vous lire quelques lignes. J'ai fui l'Iran il y a 20 ans. Nous avons quitté le pays, ma sœur et moi, à dos de cheval, via les montagnes du Kurdistan iranien, avant de franchir clandestinement la nuit la frontière turque. Notre fuite a duré 3 mois et connu beaucoup de péripéties. Nous avons réussi finalement à échapper à la mort grâce à la guerre d'indépendance et à la résistance kurde, grâce aux passeurs, contrebandiers et trafiquants de tous bords, grâce à une diplomate occidentale, grâce au sang-froid et à l'insouciance de nos 20 ans, et finalement grâce au rire et à l'humour qui rendent la vie plus supportable. Pendant 20 ans, je n'ai cessé de vouloir raconter ma fuite. J'en avais fait un petit journal de bord que je gardais sur moi, comme une sorte de carte d'identité. La seule carte d'identité iranienne en ma possession, tous mes papiers m'ayant été confisqués au poste frontalière de Sero lors de notre première tentative d'évasion. Parce que nous avons fait 3 tentatives d'évasion, nous avons été 2 fois arrêtés et refoulés, et c'est la 3e fois qu'on a pu passer. Depuis, j'ai plusieurs fois tenté d'écrire le récit de ce voyage sans y parvenir vraiment. Comme s'il me manquait la chute, le happy end en quelque sorte. 20 ans plus tard, il m'a fallu retourner en Iran pour que je puisse enfin raconter l'histoire. Comme si la boucle était bouclée, comme si je devais attendre la fin pour pouvoir raconter le début. Donc, l'histoire de ce roman qui est venu donc, qui est publié en 2006, j'aimerais juste vous dire que la publication d'un livre comme ça, c'est important parce que ça vous libère du poids, du fardeau de l'histoire. Avant la publication du livre, à Paris, je rêvais, enfin je fuyais en rêve 2-3 fois par semaine. Après la publication, ça s'est arrêté. Je me suis libérée parce que l'histoire appartenait déjà au lecteur. Et donc, c'est arrivé aussi avec ce livre-là. Je continue donc juste le passage à faire la tournée de mes romans. Le 3e roman, qui est donc en français et en persan, la chose que je n'ai pas dite, c'est que j'écris en 2 langues en même temps, donc en français et en persan à la fois. Donc à chaque fois, chaque roman a 2, même pas 2 versions, mais il est né en 2 langues, dans les 2 langues qui se valent, en fait, les 2 exemplaires se valent. L'incipit de mon 3e roman est une phrase aussi qui longtemps rôdait en moi. Une phrase autobiographique qui vient de ma prime enfance. Lorsqu'un jour, en découvrant par hasard le livret de famille de mon père, je vis mon nom mentionné 2 fois. Une fois né, puis décédé, puis à nouveau né. L'explication en était
qu'on m'avait donné le nom d'une sœur morte. Dans la réalité, on me l'a expliqué le plus simplement du monde et j'ai tourné la page. Je n'en ai pas fait un malheur et l'histoire est restée dans le livret de famille. Mais toute ma vie, j'ai eu cette phrase en moi. J'ai appris ma mort un matin de fin d'hiver. C'est ça l'incipit de ce troisième roman qui s'appelle Un jour avant la fin du monde. J'ai appris ma mort un matin de fin d'hiver. Puis un jour, le poids de la phrase est devenu insupportable. J'ai alors commencé à écrire. Le mécanisme de la fiction s'est déclenché et m'a emmené loin de ma biographie. La phrase a développé des possibles, des vies que je n'ai pas eues, des rencontres que je n'ai pas faites. Le roman, c'est ça. Souvent, c'est le lieu des vies qu'on n'a pas vécues. Aussi bien pour l'auteur que pour le lecteur. Autrement dit, c'est le prolongement de la réalité. Ici, la jeune narratrice qui apprend le secret qui entoure sa naissance croise la vague de la Révolution et sa petite histoire se mêle à la grande histoire de la Révolution. Donc, à part, je vais lire juste le début, à part la première scène que je vais vous lire, rien n'est autobiographique dans ce roman. Mais la première scène l'est. J'appris ma mort un matin de fin d'hiver, le premier après la Révolution. Une neige dense et épaisse tombait sur le jardin. Les arbres glissaient lentement sous leur linceul blanc et les vitres du salon se couvraient d'une buée froide. Un courant d'air sournois soufflait sous la porte, cherchant frénétiquement sa fente secrète, tandis que sur le toit, les balais de bois s'acharnaient à déblayer la neige, comme pour effacer toute trace du passé. L'employé de Farzami et compagnie nettoya ses chaussures boueuses sur le vieux tapis de jute de l'entrée et se laissa pousser à l'intérieur par le flot d'air glacial du dehors. Ces derniers temps, il apparaissait tous les matins, sortant de sous sa veste tel un prestidigitateur, sa chemise cartonnée bleu ciel, et présentant à Pédard des documents à signer. Avec la Révolution, Pédard avait pris sa retraite, mais chaque matin il apposait son tampon notarial sur les documents que son ancien associé et ami, impliqué dans une affaire de faux et usage de faux, lui envoyait. L'opération ne prenait que quelques minutes. L'employé exposait rapidement la chemise sur la table du petit déjeuner, entre le pot de confiture et la tasse de thé, et tournait les pages, une par une, avec une rapidité et une habileté si imperturbables qu'il était impossible de déchiffrer ce qu'elles contenaient. Pédard, qui avait entièrement confiance en son ami, signait et tamponnait machinalement les documents tout en demandant de ses nouvelles. À quand son procès? Comment va son moral? Que dit l'avocat? Après avoir marmonné en guise de réponse quelques paroles incompréhensibles, l'employé repartait aussi rapidement qu'il était venu, disparaissant derrière les arbres blancs du jardin, sans laisser d'autres traces de sa visite que la marque de ses chaussures sur la neige immaculée de l'allée. Mais ce matin-là, pour la première fois, l'employé de Farzami et compagnie n'était pas pressé de repartir. Après avoir murmuré quelques mots inaudibles, il se baissa pour chuchoter à l'oreille de Pédard une parole qui le fit tressauter. « Témoigner, moi » demanda-t-il, effrayé. L'employé se pencha une nouvelle fois et marmonna plus longtemps. « Au tribunal de la Révolution » s'exclama Pédard. Il était pâle, mais l'employé continuait impassible à lui murmurer à l'oreille. « Le livret de famille, pourquoi faire » L'employé voulut se pencher à nouveau, mais Pédard lui fit signe de ne plus rien dire. Puis il se tourna vers moi et, tout en essayant de paraître calme et posé, m'ordonna d'aller chercher le livret de famille à l'étage. « Le tiroir de droite, précisa-t-il, avant que je quitte la table. En montant l'escalier, je l'entendis demander à voix basse « Me soupçonneraient-ils aussi ?» Donc la narratrice monte, trouve le livret de famille
et donc découvre le secret de sa naissance, voit son nom 2 fois cité dans le livret de famille, et cela enclenche toute une histoire où elle est amenée à porter plainte contre son père, l'amener devant le tribunal de la Révolution, et donc une série de catastrophes pour toute la famille qui vient de là. Je vous ai donné là un petit résumé de ces 3 romans, mais ces jours-ci, en réfléchissant sur la préparation de cette conférence, cette préparation au fait coïncidait avec la fin de mon 4e roman, qui boucle en quelque sorte, je viens d'en prendre moi-même conscience, la boucle de la Révolution. Ce roman n'est pas encore publié, mais je l'inclus dans ce cycle. Et donc, je vais vous donner quelques explications pour illustrer cette histoire de cycle de la Révolution. La vallée des Aigles, l'histoire donc de ma fuite, commence par une arrestation, celle de mon compagnon de l'époque. Cette arrestation déclenche la fuite, la clandestinité, l'exil et tout le reste. Je construis toute l'histoire de ce livre à partir de cette arrestation, mais je ne traite pas cette arrestation. Elle est presque absente dans le livre. Je fais juste une allusion et je passe. Je ne la transforme pas en matière fictionnelle, ni ses conséquences d'ailleurs, pour ce compagnon qui est arrêté. Probablement parce que je n'arrivais pas à l'accepter, surtout que son arrestation a donné suite à une condamnation à mort. Donc, il a passé 7 ans en prison, pendant la période la plus noire des prisons iraniennes, a survécu à la vague d'exécution d'à peu près 5000 prisonniers politiques, et puis il a été amnistié. Il est sorti de prison, nous nous sommes séparés, il a refait sa vie, moi la mienne. Là s'arrête la biographie. Mais la fiction ne se contente pas de la biographie. Dans la vie, vous pouvez vous séparer d'un homme, mais vous ne pouvez jamais abandonner complètement un personnage. Ou plutôt, vous pouvez l'abandonner, mais lui, il ne vous lâche pas. Un roman non écrit est un boulet, comme je vous ai dit, un fardeau que vous avez sur le dos. Pendant toutes ces années, une partie de moi continuait à vivre en prison comme condamné à mort. C'est lui qui s'est fait arrêter, ça aurait pu être moi. Donc je purgeais ma peine, tout en étant à Paris. Je vous ai dit qu'avant la publication de l'histoire de ma fuite, je fuyais 2 ou 3 fois par semaine en rêve. Avec la publication du livre, ces cauchemars se sont arrêtés. Pareil pour la prison et la peine de mort. Je devais écrire ce roman pour être libérée. Mais comment ? Comment écrit-on sur la prison si on n'y a pas été, si on n'a pas vécu ? Enfin, à part quelques jours. J'ai passé quelques jours seulement. Pendant toutes ces années, pendant 25 ans, je lisais toutes les mémoires de prison qui étaient publiées en persan par des témoins, des prisonniers politiques. Et il y en a pas mal. Plus je lisais, plus je me rendais compte qu'il m'était impossible d'écrire sur la prison. J'avais juste une image qui me hantait. La grande porte de fer de la terrible prison d'Evin s'ouvre et un homme mince et pas très grand, son sac à l'épaule, met le pied dehors. Le jour n'est pas encore levé et l'asphalte mouillé brille sous les phares des voitures. Cette image persistait. 10 ans après l'apparition de la vallée des Aigles, le déclic est venu par une photo rencontrée par hasard sur le net et c'est parti. La porte s'est ouverte, le personnage est sorti sans qu'il sache et que je sache où il va, mais je l'ai suivi. J'ai suivi son retour, sa sortie de prison et seulement à la fin du roman, j'ai compris que cette sortie n'en était pas une. Mais je ne vais pas en dire plus. Il n'est pas publié, il sera peut-être publié dans quelques mois. Mais j'essaye de conclure.
Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ce que j'ai raconté? De la nuit de la Révolution, en passant par l'arrestation, la prison et la condamnation à mort, mais aussi la guerre Iran-Irak que je traite en partie dans le cimetière Nevers. Tout ce qui se trouve dans ces romans forme le cycle de la Révolution, ou le schéma global de 40 ans d'histoire. Mais si on zoome de plus près pour y regarder, pour s'y pencher, c'est aussi quelque part ma propre histoire, sans être ma biographie. Mais la question que je me pose toujours, c'est pourquoi, me trouvant en France depuis 35 ans, tous mes romans se situent en Iran. Tout ce que je viens d'évoquer, à part 2 petits passages dans la vallée des Aigles, concernant la Russie et la France, le reste se passe en Iran. Les personnages sont des Iraniens, d'Iran. Révolution, guerre, fuite, prison. Mais alors, qu'en est-il de mon exil? Pourquoi je n'écris pas mon exil? Je n'ai pas de réponse toute faite à cette question, juste quelques observations. Une amie lectrice ici présente ce soir a récemment remarqué que mes romans parlaient de l'exil, puisque mes personnages se trouvent pour la plupart en marge de la Révolution. Ce sont en quelque sorte les exilés de l'intérieur. Donc, d'après elle, je transpose mon exil réel en France en exil intérieur en Iran. L'autre observation, qui n'est ni une réponse ni une consolation, c'est que je ne suis pas la seule dans cette situation. Toute une partie de la littérature produite par les exilés iraniens traite des thèmes tels que la révolution, la guerre Iran-Irak, la prison, et beaucoup moins de l'exil et de l'immigration. Même celles et ceux qui écrivent en français, la nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément vécu la révolution et ses méfaits, même ceux-là, une partie de ceux-là, situent prioritairement leur action en Iran. Pourquoi? Excepté les riches possibilités d'exploration que ces thèmes nous offrent, quelle peut en être la raison? C'est une question que je soumets à votre réflexion. En ce qui me concerne, je crois qu'en bouclant ma boucle, il est probable que le prochain roman traite d'un sujet tout à fait différent. J'espère être libérée de la Révolution. Quel sujet, je ne sais pas encore. Peut-être Paris, peut-être un roman parisien, peut-être un soir à Pigalle. Peut-être, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, on verra bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un programme BBC, je crois, l'année dernière, vous avez dit la révolution iranienne dans votre vie, c'était comme un Big Bang. Voilà, moi je pense que pour tout le monde qui sont exilés, qui sont obligés de partir de l'Iran, c'était comme ça. Mais on va commencer la session questions et réponses. Si vous avez les questions, vous pouvez poser. Voilà, tout allez-y. d'abord, je me permets de vous féliciter, madame. Vous dire, à mon avis, avant d'être romancière, éditrice, traductrice, vous êtes une poétesse. Moi, je la sens comme ça parce que je suis très sensible à la poésie et je fais beaucoup de traductions. Moi, je lis à travers ce que vous dites. Moi, je vois en vous une poétesse, un poète. C'est pas de la prose, c'est de la poésie. En tout cas, la poétesse est ratée parce que j'ai jamais écrit de poésie. Peu importe sous quelle forme, peu importe si c'est pas rimé, le problème n'est pas là, c'est qu'on le sent. Et puis, moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu écrire de la même façon si vous n'aviez pas quitté l'Iran? Bonne question. Je sais Vous pas. n'avez pas de... Je sais Est-ce pas que du le tout. fait d'être en exil, est-ce que ça aiguisait vos sentiments? Est-ce que ça... Évidemment, bien sûr. Je pense que j'aurais été tout à fait une autre personne. Sans la révolution, sans la fuite qui m'a beaucoup construite, cette fuite.
C'était même plus importante que la Révolution. Et puis toutes les histoires que j'ai évoquées, sans vraiment les détailler, j'aurais été une autre personne. Si, je sais pas, mais ça c'est un scénario qu'on peut développer comme ça. Si j'étais restée en Iran, s'il y avait pas, à 16 ans, j'avais pas rencontré cette révolution. Vous savez, là il y a un camarade de classe ici, dans notre lycée Razi, beaucoup de nos camarades sont partis avant la révolution et ils n'ont pas été directement touchés, si vous voulez, comme moi. Ils sont partis aux États-Unis ou en France pour continuer leur... On avait tout juste 16 ans, donc c'était tout à fait l'âge de partir pour faire des études. Et quand je les rencontre, je vois qu'ils sont indemnes. Enfin, oui, ils ont eu aussi l'onde de choc de la Révolution dans leur famille et tout, mais pas eux-mêmes directement, comme moi j'ai été touchée. Et puis, il y a beaucoup de si vous voulez. Si j'avais été arrêtée à la place de mon compagnon, j'aurais été, moi, 7 ans en prison et j'aurais écrit autre chose, probablement. Donc, tous ces si qui font que... On ne sait pas, je ne sais pas. Mais c'est probable que peut-être j'aurais été une femme au foyer à préparer des khoresh iraniens. Ne serait-ce que pour ça. Ce que d'ailleurs je fais même en étant romancière. Ne serait-ce que pour ça. Ne serait-ce que pour ça. En tout cas, mais je dis merci la Révolution. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ouais, c'est extra. C'est extra. Merci. Les autres questions? Bon, quand vous pensez, je voulais poser une question. Moi-même, je voulais parler. Si mon oncle Napoléon, oui, aujourd'hui, on parle sur les 3 romans qu'on a dit, mais si vous pouvez nous expliquer un petit peu par rapport à ce roman, mon oncle Napoléon, pourquoi vous avez choisi de traduire l'histoire de... Ce roman aussi a un rôle important dans ma vie, vous savez. Oui. Peut-être que si je suis devenue romancière, le goût du roman, c'est ce livre qui me l'a donné, comme ma génération. Moi, j'avais, je crois, 12-13 ans quand le roman est sorti. Et comme M. Pézelsad était ami avec mon père, il lui a offert. Et donc, il l'a ramené à la maison et je l'ai tout de suite lu, avant même qu'il y ait le feuilleton, enfin le téléfilm, le fameux téléfilm qui a rendu le roman célèbre. Et donc j'ai revécu le roman avec ce téléfilm, mais l'impact de ce roman sur notre génération, c'était incroyable. Parce que nous parlions avec les expressions des personnages de ce roman. Nous avions l'humour de ce roman. Nous avons commencé à lire des romans avec mon oncle Napoléon. Et c'était incroyable l'impact en Iran sur tout le monde, parce que je ne sais pas si c'était le mardi ou le mercredi que le film passait, mais la ville se vidait carrément, les rues se vidaient, tout le monde était devant les télés. Je me souviens que mes parents refusaient toute invitation le soir où le film devait passer, donc on était tous envoûtés par ce... Mais pour moi, alors ce qui est drôle, c'est que donc, quand j'ai fondé cette... collection chez Actes Sud, la collection iranienne qui s'appelle Horizon Persan. J'ai fait une liste de livres que je voulais proposer et le premier était mon oncle Napoléon. Mais la question de la traduction de ce livre, c'était une question casse-tête, parce que qui pouvait traduire ce livre avec tous les différents langages des personnages, avec cet humour, avec... Et je me disais, mais il faut que je trouve le grand traducteur qui peut faire ça. Et c'était absolument exclu que je le fasse moi-même. Et donc les années passaient et je me disais toujours, c'est impossible, je vois pas, je connais pas un traducteur pour ce livre. Et finalement, un jour je me suis dit, bon, c'est pas possible de remettre tout le temps à plus tard, je vais organiser un concours, une sorte de test, pour voir qui, parmi les traducteurs que je connaissais déjà pour la collection, qui avaient traduit d'autres textes, d'autres romans iraniens, je vais voir lequel serait capable de traduire ça. Et donc j'ai donné 30 pages à plusieurs traducteurs,
Et le résultat, à chaque fois, c'était impossible parce qu'il y en a un qui avait tout bien traduit mais sans humour, l'autre qui avait carrément sombré dans une sorte de langage un peu vulgaire, ce qui n'est pas le cas du livre. Enfin, à chaque fois, il y avait un problème. Et nous, on avait signé avec l'éditeur américain, parce que les droits appartiennent à l'éditeur américain de M. Pézéchsot. Et le temps passait. On avait signé pour 3 ans et 2 ans déjà étaient passés. Et il restait 1 an. Et donc le directeur d'Actes Sud, il me dit moi, j'ai plus d'argent pour prolonger ce contrat. Il faut que tu t'y mettes, que tu traduises toi-même. Sinon, on perd l'argent du contrat. Et donc, à l'époque, j'étais au milieu de ce roman. Et après cet entretien, j'arrive à la maison. Je dis à mon mari, voilà, le ciel me tombe dessus, il faut que je traduise mon oncle Napoléon. Il me dit, mais comment c'est possible? C'était ton roman, je dis. Et donc j'ai rangé le roman avec toutes les versions, les papiers, tout ça, j'ai mis dans un carton. Et dès le lendemain matin, j'ai commencé à traduire. Alors, ce qui était très drôle, c'est que je connaissais par cœur le livre. J'avais oublié ça. C'est-à-dire, à chaque réplique, je savais la réplique suivante. Complètement, comme si le film et le roman étaient en moi, habitaient en moi. Et ça a beaucoup, beaucoup facilité mon travail. Parce que bon, je me souviens des rires qu'on avait eus en classe ou sur l'histoire de San Francisco et Los Angeles. À une époque, pour dire embrasser un garçon, on disait partir à San Francisco. Et je riais la nuit quand je travaillais, je riais en pleurant parce que toute une partie de ma jeunesse me revenait avec ça. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Bon. Et heureusement que le livre a été bien accueilli en France et a connu donc une 2e édition en poche. Et là, il est disponible dans toutes les librairies. Je parle là comme les éditeurs. Merci. Allez-y. Souroul, merci. Un grand merci Nader d'être venu. Merci avec mes excuses que j'étais en retard. Alors, juste une question d'ordre méthodologique. Dans mon enquête au sein des exilés iraniens, je constate qu'on n'arrive pas à avoir une mémoire collective sur la révolution iranienne de 1979. D'où le titre de mon ouvrage, Sociologie d'une mémoire déchirée. Même dans, par exemple, une enquête à peu près 50-60 personnes, on s'aperçoit que lorsque les individus pensent ou songent à la révolution, le regard complètement change par rapport à leur statut social dans les pays hôtes. Ou pour dire d'une manière simple, par rapport à leur resocialisation dans les pays hôtes. Dans ton roman, comment tu as pu éviter ce regard de passé? Je ne sais pas. Franchement, elle est difficile, très très je difficile. parle de l'inconscient. Enfin, j'ai mis mon intervention sous l'autorité de Mescoup qui dit cette chose, qui formule cette chose. Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'il disait au début. Je pense que tu es arrivé un peu. Non, voilà. Je pense que Mescoup formule très bien ce noir dans lequel on est quand on écrit et ce passage du vécu au roman. Ils disent écrire, c'est avancer dans le noir. Tu n'étais pas là, c'est pour ça. Avancer dans le noir, palper le noir. C'est comme Christophe Colomb qui voulait partir en Inde, il a découvert une autre contrée. Je ne sais pas ce qui m'arrive, au fait, quand j'écris le roman. Mais je pense que ce qui peut-être me sauve pour ne pas tomber dans un statut social en écrivant le roman, mais être peut-être à l'écoute des voix que j'entends et de suivre les personnages de l'histoire, c'est le statut du romancier. C'est-à-dire, c'est difficile à expliquer, vraiment. J'arrive pas vraiment à formuler, mais je pense que c'est justement quand on entend ces voix, je pense que le roman est un être vivant.
Donc au début, vous pouvez avoir envie de raconter même cette nuit de révolution que je raconte d'une certaine manière. Mais si le mécanisme, vous écoutez le mécanisme vivant, vous vous laissez aller dans un sens ou dans un autre. Je ne sais pas si j'évite le piège, je ne sais pas. Ok. Ça, c'est au lecteur ou, je ne sais pas, à la critique de dire. Mais en tout cas, je ne me mets pas au ras des pâquerettes de mon statut social. Merci. D'ailleurs, je n'en ai pas, à part être romancière, je n'ai pas de statut social. Merci. Il faut l'avouer. Ok, avant de poser cette question, je sais qu'il y a les Iraniennes ou les Afghans dans la salle qui ne peuvent pas peut-être parler bien français. Vous pouvez poser votre question en persan, on va traduire. دوستان عزیزی که در واقع دوست دارید توی بحث شرکت کنید و میخواید سوال بپرسید به فرانسه شاید سخت باشه میتونید سوالتون رو به فارسی بپرسید ما ترجمه میکنیم. Alors, allez-y après vous. Allez-y. Oui, on m'a dit que le premier roman où le mouvement romanesque s'est développé en Iran il y a une cinquantaine d'années. Première question, est-ce que c'est bien vrai et pourquoi juste il y a à peu près une cinquantaine d'années? Le premier roman iranien? Le premier roman, le mouvement romanesque, c'était surtout la poésie avant. Ah non, pas il y a une cinquantaine d'années. Le roman iranien a à peu près 100 ans. Le roman est arrivé en Iran, vous savez, avec le cinéma. Et donc, il y a à peu près 100 ans, les premiers romans, c'était, je pense, Mosfer Kazemi, Téhéran Makhouf, Téhéran le Terrible, des choses comme ça. Et puis, on a eu le grand écrivain iranien qui a, si vous voulez, instauré la modernité romanesque dans l'écriture romanesque, Sadek Hedayat, dont les œuvres sont... Avant, c'était Jamalzadeh, mais bon, je pense que c'est Hedayat qui a porté vraiment la modernité. Et vous avez les œuvres disponibles ici en librairie de Sadek Hedayat. Mais c'est pas 50 ans. Déjà, la Révolution a 40 ans. Ouais. Donc, avant la Révolution, on lisait beaucoup de romans. Le roman dont on parle ici, Mon oncle Napoléon, lui-même a au moins 60 ans. Donc, voilà. Bon. Merci. Donc, monsieur, vous aviez une question Mohsen. Non, je voulais juste dire que je suis afghan. D'accord, oui, bien sûr. Si vous voulez poser votre question en persan, C'est un avantage, tu sais. Dès que j'ai l'occasion de parler un peu sur vos romans, je pense, comme je parle beaucoup de langues, je pense que vous êtes peut-être la première écrivaine romancière dans le monde qui écrit le même roman 2 fois. Un peu barge. C'est une question que je me pose depuis longtemps. Comment ça se fait en fait que cette démarche, vous entreprenez cette démarche, est-ce que tout à l'heure vous avez évoqué qu'en fait votre livre en persan n'est pas une traduction? Non. Si ce n'est pas une traduction, est-ce que c'est une autre version du même roman ou est-ce que c'est un autre roman ou est-ce que C'est le même roman. Vous pouvez l'expliquer un peu plus? Oui, au fait, j'ai appris le français, j'ai commencé à apprendre le français dès l'âge de 5 ans en Iran. Donc j'allais à l'école franco-persan, au lycée Razi, et donc l'enseignement dans la journée, nous avions le matin par exemple toutes les matières en persan, l'après-midi toutes les matières en français, ou vice-versa. Et donc il y avait toujours un va-et-vient entre les deux langues. J'ai appris les deux langues en même temps. Pour moi, c'était le langage, il y avait 2 possibilités, il y avait le français et le persan. Et puis mon père était traducteur, enfin il écrivait aussi, mais il était traducteur de l'ambassade de France en Iran. Et sa bibliothèque était bilingue. Et quand il voulait nous initier à la lecture, je me souviens, c'était assez difficile parce que dès qu'on plongeait dans un livre persan, dès qu'il voyait qu'on était très
intéressé, emporté par une lecture persane, tout de suite il nous disait « maintenant lis ceci ». C'était du Voltaire ou c'était un livre en français. Et donc il balançait comme ça l'intérêt pour l'une ou l'autre langue. Et à l'école c'était pareil, donc c'était ce mouvement de va-et-vient entre les deux langues. Et le jour où j'ai commencé le cimetière de vers à Moscou, je l'ai commencé en persan, parce que cette phrase que je disais ce soir à 9h sur les toits, cette phrase, je l'entendais en persan. Et donc j'ai commencé à écrire le roman en persan. Le roman arrive, se forme, j'arrive au 5e chapitre, et il y avait un problème, le roman ne devenait pas roman, il y avait toujours un problème, il boitait quoi. Et donc, un soir, justement, à Moscou, je me dis, et si cette scène, je l'écris en français? D'un seul coup, là, j'ai eu besoin du français, de l'apport du français. Alors, c'était quoi la scène? C'est après coup que j'ai réalisé. La scène, c'était une scène dans le cimetière où un type qui est parti au front, pendant la guerre Iran-Irak, il a été porté disparu et déclaré donc martyr. Mais à l'époque, en Iran, il y avait un statut de martyr vivant. Ça aussi, c'était une sorte de tour de passe-passe. Martyr vivant. Et donc, partout, on écrivait, il y avait des banderoles et tout, martyr vivant. Et ce type, après quelques années, il était porté disparu, mais au fait, il était prisonnier de guerre. Et il y a eu des échanges, et il est libéré, il revient. Il revient à Téhéran, il va chez lui, sa mère ouvre la porte, elle tombe dans les pommes parce qu'elle pensait que son fils était martyr. Et donc, il est vraiment martyr vivant, celui-là, pour le coup. Et il revient et il veut... on lui dit, mais tu peux pas, tu vis pas, tu es mort. C'est pas possible. Martyr vivant, c'est le plus haut degré de sacré dans l'islam. Donc tu peux pas reprendre ça. Donc il va faire un tour au cimetière et il voit qu'il a effectivement sa tombe, la pierre tombale, son nom, sa photo, etc. Et il se révolte contre ça. Et cette révolte, j'ai pu l'écrire en français. Pourquoi? Parce que la langue française, dans son histoire, m'a appris la révolte. Peut-être le persan m'a apporté la poésie, mais pas la révolte. Le persan, c'était accepter ce qu'on te dit et apprendre par cœur. Mais le français, à chaque fois, se dit, mais pourquoi? Mais non, mais je ne suis pas d'accord. Et le martyr, mon martyr vivant, qui est iranien à 100%, là, s'est mis d'un seul coup à me parler et à réfléchir en français. Et là, ça a marché. Dans le roman, la scène a abouti. Et donc, je me suis dit, bon, très bien, je continue en français. 5 chapitres étaient faits en persan et j'ai continué en français. Et là, c'est devenu un roman. Donc, tu vois, ce n'est pas un roman traduit ni d'une langue dans l'autre, ni... Tu vois? Donc, l'ouvrage n'est pas écrit en 2 langues de A si, à Z. non, alors par exemple, un autre exemple. Donc là, dans le cimetière de Vers, il a fallu que je revienne au début pour repenser ça en français, réécrire dans la langue française. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais ce qui a bougé, avec le persan, j'ai harmonisé. Et donc, en finale, j'avais deux versions qui se valaient. Là, le livre est venu en français, dès le début. La première phrase, j'ai appris ma mort, c'était en français. Et donc, j'avance, j'écris mon roman, je me dis, ah, enfin, tu écris un roman en français. Je me félicitais de ça. J'arrive au milieu, c'est la révolution. En français, elle a porté plainte contre son père, elle l'a amené devant les tribunaux, etc. Et je me suis arrêtée, c'était plus possible.
C'était plus possible. Il fallait du persan. Il fallait du persan quand elle va dans la foule, elle se perd dans les marchés, elle revient plus. Là, il fallait du persan. Et donc, je me suis dit, bon, personne ne me regarde, je veux continuer. Je vais continuer en persan. Pourquoi pas? Et j'ai continué en persan. Et puis, un va-et-vient à chaque fois. Pour le 4e, qui n'est pas publié, pareil, c'est commencé en persan. Mais très, très tôt, je ne suis pas allée au milieu, très, très tôt, j'ai compris que l'apport du français m'aiderait beaucoup pour ce condamné à mort qui, en rêve, sort de la prison. Et dans ses rêves, alors, ce qui est marrant là, quand vous parlez de poésie, là, d'un seul coup, parce que vous savez, en prison, les prisonniers, pour résister, font beaucoup de poésie, où ils écrivent des poèmes, où ils prononcent des poèmes, ils déclament entre eux, ou ils les gravent sur les murs. Dans les mémoires de prison que je lis, il y a toujours un tiers des livres sur les inscriptions des murs, et toutes ces inscriptions sont des poèmes. Et donc, c'est ce côté poétique pour résister à la mort, contre la mort, la poésie. Et ça, donc c'est la poésie persane qu'on met sur les murs de la prison Evin en Iran. Mais dans mon roman, c'était du Baudelaire. J'entendais Baudelaire, parce que bon, je connais pas mal par cœur Baudelaire, et c'était Baudelaire qui venait dans la bouche de ce prisonnier, qui après, j'ai compris qu'au fait, il y avait un cercle de poètes en prison, et ils avaient un cours de français, mais c'était une sorte de prétexte pour pouvoir se réunir et parler entre poètes. Et donc, ce Baudelaire était une sorte de cache pour eux, pour qu'on les laisse apprendre, parce que c'était permis d'apprendre l'anglais, le français, l'allemand, et ça, c'était une sorte d'alibi pour se réunir et apprendre le... Et c'est Baudelaire, au fait, qui traverse tout le roman avec les strophes de Baudelaire. Mais c'est, tu dis, je suis la seule au monde, je ne pense pas. Il y a eu des expériences, peut-être de cette manière où les deux langues sont vraiment si, avancent ensemble, font avancer ensemble le roman, peut-être il faut me donner le premier prix pour ça. Mais tu sais... De la même famille, peut-être. Mais il y a de grands écrivains qui écrivaient dans les deux langues. Beckett, peut lui importer en anglais ou en français. Beckett a publié dans les deux langues, oui. Mais aussi, pardon, si on permet, je mets un commentaire sur... Il y a M. Atir-Rahimi aussi, je crois qu'il fait ça aussi. M. Atir-Rahimi. Oui, Atir-Rahimi, il écrit ou en français ou en... Mais je crois qu'il y a quand même... Il ne passe pas d'une langue à l'autre. Ah bon, okay. D'ailleurs, Mossel est un ami de Atir-Rahimi. Ah bon, On a... Alors, je veux dire qu'il y a quelque chose ici, à 15 juin, peut-être, on va inviter M. Atir-Rahimi. Voilà, vous êtes la première personne qui... Après, on va publier la fiche sur le lundi. Ok. Ouais. J'ai vraiment profité, sincèrement. Merci beaucoup. À l'époque, oui. Alors, vous savez, par exemple, parce que je suis russisante moi-même, et dans l'œuvre de Tolstoï et de Dostoïevski, ce qui est absolument remarquable et intéressant, c'est que vous avez des dialogues en français. Carrément, dans le texte original, vous avez des dialogues en français. Et, parce qu'à l'époque, c'était la langue de l'intelligentsia, des intellectuels. Mais à mon époque, c'était plus la langue de l'intelligentsia iranienne. C'était plutôt l'anglais. Je dis, vous connaissez pas mal des romancières iraniens. Vous êtes au courant et sûrement vous avez lu certains livres. Mais vous savez, comme j'ai dit, on ne peut pas échapper aux histoires. Et tant qu'on n'a pas... C'est comme un accouchement, vous savez. Même les romanciers hommes accouchent aussi là-dedans. C'est pas qu'une affaire féminine. Mais tant que vous n'avez pas mis bas l'histoire ou les personnages. Moi, j'ai des personnages qui me suivent, donc, mais je pense pas que toutes ces histoires se ressemblent à tel point.
Et puis, il y a une grande part d'imagination dans tout ça. Si par exemple, je voulais, même l'histoire que je présente comme l'histoire de ma fuite, il y a quand même une part d'imaginaire là-dedans. Parce que si je voulais vraiment... J'avais fait un carnet au début. Le carnet diffère complètement de ce livre. Vous ne pouvez pas... je pense que sans la part de l'imaginaire, le roman ne peut pas naître de toute façon. Non, c'est même pas autofiction. Vous savez, autofiction, c'est une école qu'en France, on est bien servi pour autofiction. Moi, je ne suis pas adepte d'autofiction. Je suis pour travailler à partir d'une matière peut-être autobiographique, mais la travailler en fiction. Ça, c'est encore autre chose. C'est une autre école. Tout écrivain, tout romancier qui écrit un roman, de toute façon, il puise dans son expérience personnelle. Il y a dans ces personnages, il y a une part de lui-même et de son entourage. Mais autofiction, c'est autre chose. Autofiction, vous avez presque une sorte de calque entre la vie de l'auteur et au point que les lecteurs reconnaissent tel ou tel personnage public. Une romancière très connue en France qui écrit tous les 2-3 ans, sort un roman sur ses amours, etc. Tout le monde connaît le nom des amours. Pour moi, c'est plus un roman. Moi, le roman, il faut qu'il m'emporte dans une contrée, il faut qu'il me surprenne, il faut qu'il me fasse voir autre chose. Si je peux reconnaître, dire « Ah, ça c'est tel journaliste de France 2, l'autre c'est tel machin, ça c'est je sais pas, secrétaire général de l'Élysée », ça c'est pas tellement intéressant. Enfin, pour moi, c'est pas intéressant. Donc, c'est vraiment deux, quand même... Je pense qu'il faut différencier. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai participé à la Révolution. Engagement. Ah oui, j'étais engagée, mais corps et âme dans la Révolution. Mais la Révolution, selon moi, pas la Révolution de Khomeini. Cette nuit sur le toit, il y avait déjà une partie de la population qui était mise à l'écart avec Allah Akbar. Ce n'était pas notre slogan. Nous, c'était la liberté, c'était la démocratie, etc. Mais ils ont imposé un discours, ils ont imposé leur slogan, ils ont imposé le portrait de Khomeini dans la lune. Et comme ils avaient les mosquées, comme ils avaient la couche la plus active dans la Révolution, toute cette gauche, ou même les libéraux, tout le monde a été marginalisé. Donc moi, ma sœur, moi, toute une partie des gens autour de moi, des gens de ce lycée aussi, on était très actifs dans la Révolution. Mais même avant que les ayatollahs arrivent de plein pied dans la Révolution. Mais après, tout a été confisqué. Et donc, mes parents ont quitté l'Iran avec le dernier vol d'avion. Avant, il y avait la guerre Iran-Irak, mais c'était le dernier vol avant que Saddam Hussein bombarde l'aéroport de Téhéran, Mehrabad. Et mes parents étaient dans le dernier avion. Et ils nous ont proposé, à ma sœur et moi. Ma sœur, elle était membre de la Confédération des étudiantes à Paris pendant 10 ans, mais avec les premiers balles de la Révolution, elle est rentrée en Iran pour participer à la Révolution. Et donc, ils nous ont dit, allons-y, quittons le pays. On ne voulait pas, ni elle ni moi. On voulait rester, résister, ne pas céder au mollah. C'était notre révolution. Et puis, arrive l'arrestation, et toute une partie, c'était vraiment l'année noire, l'année très très noire de la répression. Et il y a eu, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres exacts des gens qui sont partis clandestinement, mais il y a au moins une centaine de milliers de gens qui sont partis. Combien de temps après la prière est arrivée au lycée Razi?
La prière est arrivée quand ils ont mis la main. Déjà, c'était une lycée mixte entre. Je sais, mais je veux dire, ils ont... 6 mois, 1 an. Non, de notre époque, il n'y avait pas. Notre époque, ils ont fermé à une certaine période. Et ils disaient on va confisquer tous ces bâtiments parce que c'était les Français qui avaient. C'était Général de Gaulle qui a inauguré ce lycée extraordinaire. Mais le bâtiment, c'était un chef-d'œuvre déjà. Quartier très chic d'ailleurs. Quartier chic et les espaces. Je pense toujours que j'ai eu de la chance à évoluer dans ces espaces, ces jardins extraordinaires, une sorte d'architecture entre l'architecture iranienne et française. C'était une sorte de mix. Et ils voulaient absolument avoir il y avait une sorte de coq en mosaïque, symbole de la France, sur le mur qui se voyait de l'extérieur et tout. Et d'ailleurs, ça, ils ont couvert, ils ont cassé cette mosaïque qui était un chef-d'œuvre, etc. Pas de coq français à Téhéran après la Révolution. Même Neuf-le-Château, ça n'a pas sauvé. Non, mais Neuf-le-Château a donné Khomeini, pas de coq. Non, je veux dire peut-être, parce qu'au début, tous les magasins nommaient... Oui, mais ça a duré, vous vous souvenez, ça a duré très peu de temps. Mais après, ils ont donc... l'école française était donc finie. Ils ont fait une sorte d'école pour garçons, où le français n'était plus d'ailleurs langue étrangère. Et puis moi quand en 2004 je suis retournée en Iran, j'ai pleuré carrément tellement c'était... Il y avait un kiosque de journaux dans l'espace tout au début, mais un kitsch terrible. Il y avait des banderoles partout, enfin c'était terrible. Mais il n'y a plus malheureusement, il n'y a plus d'enseignement, officiellement d'enseignement français. Peut-être qu'il y a des écoles pour francophones, mais des écoles non officielles pour ceux qui travaillent à l'ambassade. Malgré tout, cher Soro, actuellement, environ entre 1800 et 2500 étudiants francophones. Parlez un peu plus fort pour que... J'ai dit, malgré cette fermeture de l'Asie, actuellement, chaque année, entre 1800 et 2000 étudiants francophones viennent en France pour reprendre ces études. Alors, une chose, je vais vous dire, à l'université, et en Suisse. Étudiants. Oui, étudiants. Oui. Pas lycéens. Lycéens, il y a un autre en Belgique, Stanker, qui reçoit des lycéens, mais je n'ai pas vu une structure particulière. Alors, je peux vous affirmer qu'il y a beaucoup d'étudiants de français, de langue et de littérature française en Iran. En 2004, donc j'ai pu retourner en Iran brièvement. En 2005, j'ai été invitée à la foire du livre de Téhéran par l'ambassade de France comme écrivain francophone. Et donc là, je leur dis dans quelle langue je dois parler, parce que c'était l'ambassade qui m'invitait. Ils ont dit, il faut parler en français. J'ai dit, mais qui va comprendre ? À Téhéran, dans la grande foire du livre, je parle en français, qui va comprendre? Ils disent, non, t'inquiète pas, de toute façon, t'es écrivain. Il y avait Paul Constant et moi, comme deux écrivains françaises. Et donc, vous savez, dans la salle, il y avait 700 étudiantes, il y avait peut-être 50 garçons, mais 700 filles, dans le marnae, vous savez, le foulard très fermé, parce que les étudiantes doivent porter ce foulard noir fermé avec un manteau noir, qui donc assistaient à ma conférence en français. Et elles posaient des questions en français. Et elles avaient des références de la littérature française. Et après coup, ils sont venus me poser des questions, demander quel livre il faut lire, des choses comme ça. Et je leur posais la question. C'était des étudiants du doctorat ou pré-doctorat. Et ils avaient des bourses pour venir en France. L'enseignement du français, comme l'enseignement du russe d'ailleurs, parce que le russe aussi c'est une langue qui m'est très proche, ces deux langues, après la Révolution, ils ont vu ils ont été très populaires dans les universités. Mais je vais parler de lycéens. Je n'ai pas de chiffres sur les lycées. Il y en a une seule école. Une école française officielle. Oui, je crois.
Ah bon, à Téhéran. Collège, lycée, À Téhéran. à Téhéran. Oui. Ça, c'est intéressant de chercher. C'est un collège Il y a malien, pour je pense. l'université. Malien. Je pense que Ah, c'est les collège bonnes malien. sœurs? Oui, oui, je Mais pense. ils y sont, les bonnes sœurs, encore? Non, non, pas eux, mais je pense que le lycée, c'est Je ne sais malien. pas le nom, mais J'ai entendu ça, oui. Parce qu'à l'époque, bon, donc il y avait notre lycée Razi qui était le lycée laïque. Il y avait Mais Jeanne il y d'Arc, avait Jeanne Maria, d'Arc Maria, qui était donc dirigée par les La bonnes Marianne, sœurs. elle existait toujours. Et il y avait Marianne, il y avait Socle. l'école Saint-Louis pour les garçons, les garçons. avec les Il y avait frères aussi. Alliance française. Oui, mais ça, Non, moi je c'était parle pas un des... lycée. C'était pas un lycée. Non, non, Alliance française, autre chose. C'est autre chose. Il y avait aussi l'Institut français. Franco. Oui, merci, je vous remercie encore Merci pour beaucoup votre d'être venu. présentation. Je vais dire juste quelques mots. En fait, la semaine prochaine, on a la projection de film Footmark en présence de son réalisateur, M. Zahed Maliki. C'est gratuit, entrée libre, mais il faut réserver. Vous pouvez voir notre site internet associationomid.fr. Voilà, tous les événements, on met là-bas. Et après, le 27 juin, on a un concert de musique de Mohsen Namjou, la musicienne connue iranienne. Si vous voulez acheter les billets, vous pouvez soit acheter sur internet, soit acheter chez nous aujourd'hui. Mais je croyais pour ceux qui sont venus ce soir que c'était gratuit. Donc moi. pour l'écrivain, Vous êtes invité. Comme vous avez souffert ce soir, le concert est On gratuit. n'ira pas jusqu'à la Ouais. réduction. Voilà, ça ne reste pas beaucoup de billets. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Et en plus, le 1er juin, on a la deuxième conférence de médias. Il y a Mehdi Jami qui est invité, qui vient à Amsterdam. Mais ça sera en persan. Voilà, c'est tout. Le 15 juin, à Tir Rahimi. Toujours ici même. Oui. Oui, normalement oui, ici. On est là.